Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisque c'est une FAQ comme je l'avais annoncé. Donc c'est une vidéo un peu plus posée qui va surtout s'écouter essentiellement. On est donc 2 ans après la dernière FAQ et bon, c'est pas encore la FAQ du million puisqu'on n'y est pas encore, et puis c'est pas non plus la FAQ des 10 ans puisque ça ce sera pour l'année prochaine. Mais ça me semblait important de faire un petit point après 2 ans après la dernière FAQ, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc déjà, merci beaucoup d'être toujours là, après bientôt 10 ans, et avec bientôt 1 million de personnes. Donc c'est assez impressionnant, évidemment c'est un chiffre dont j'arrive pas encore trop à me rendre compte, enfin on n'arrive pas à se représenter 1 million en fait. Mais donc merci d'être toujours là, et j'espère que cette petite FAQ va vous intéresser. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, et j'ai essayé d'être concis dans mes réponses, mais encore une fois c'est un truc qui s'écoute plus qu'il ne se regarde. Donc voilà, c'est un peu chill, c'est un peu le format de l'été, avant la reprise des grosses vidéos dans pas très longtemps de toute façon. Par contre, petit préambule, il y a 2 types de questions auxquelles je ne vais pas répondre. La première, ce sont les questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la première FAQ, donc tout ce qui est notamment parcours scolaire, puisque entre temps ça n'a pas vraiment changé. Pour rappel, moi j'ai juste le bac, j'ai juste squatté un petit moment à la fac d'histoire en espérant peut-être par la suite poursuivre, pourquoi pas dans du journalisme, sauf que entre temps la chaîne que je tenais depuis le lycée s'est mise à commencer, on va dire, doucement à fonctionner. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je mets les études en stand-by, je tente YouTube à temps plein, on va voir ce que ça donne. Sauf que très rapidement, en fait, ça a marché, parce qu'à ce moment-là, j'ai apporté un nouveau format qui a décollé. Juste après, il y a le confinement, le Covid, tout ça, donc je vous refais pas le film. Mais voilà, donc allez voir la première FAQ. Et les autres questions auxquelles je ne vais pas répondre sont toutes les questions, il y en a eu pas mal, sur est-ce que tu vas aborder tel ou tel sujet. Ça, pour le coup, je préfère garder la surprise. Mais avant de poursuivre, pendant mes vacances, j'ai pu lire une biographie qu'on m'a envoyée en avance, Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France, écrit par Bruno Fulini et édité par les éditions Buchet-Chastel et qui sort ce 28 août. Mistinguett, c'est une figure qui est un peu tombée dans l'oubli, mais que les Français connaissaient bien à une époque. C'est une danseuse de music-hall connue dans le monde entier et star des cabarets parisiens. Elle a marqué la belle époque et l'entre-deux-guerres par son audace, son humour et son sens du spectacle. Et ça a été l'une des premières artistes à se hisser au rang d'icône populaire. Mais fait un petit peu moins connu, pendant la Première Guerre mondiale, alors que son amant venait d'être fait prisonnier par les Allemands, elle s'est portée volontaire auprès du général Gamelin pour servir en tant qu'espionne, en transmettant les informations venant de ses relations au sein de la noblesse des empires centraux. Avec l'étude d'archives parfois inédites et d'une bibliographie très fouillée, ce livre retrace cette partie un peu moins connue de la vie de Mistinguett, qui apparaît alors comme une sorte de anti-Mata Hari, car en plus d'avoir été décisive, elle ne s'est jamais fait prendre. Et sans vous spoiler, on lui doit l'un des plus grands succès militaires français de l'année 1918. Donc si vous recherchez pour la fin de l'été un ouvrage historique qui retrace la vie de l'une des plus grandes espionnes de la Grande Guerre, le livre Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France, sort ce 28 août aux éditions Buchet-Chastel. Je vous ai mis un lien en description. Voilà, la petite sponsor est faite, on peut commencer. Pourquoi est-ce que tu as rechangé le nom de la chaîne ? Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'année dernière, j'ai tenté un rebranding en changeant le nom de la chaîne pour le remplacer par mon vrai nom. Il y a 3 grandes raisons que j'avais évoquées à l'époque. La première, c'est que c'est un nom que j'avais choisi en créant la chaîne quand j'avais 15 ans et que j'avais envie de changement, que le fait qu'il y ait le mot histoire dedans, ça m'enfermait un peu dans une case, et que je trouvais le nom trop long et pas forcément évident à retenir. La preuve que beaucoup de gens, des fois, quand on me reconnaissait dans la rue, me confondaient avec une autre chaîne d'histoire. Sauf que là-dessus, j'ai peut-être fait une erreur, puisque, vous l'avez vu, quelques semaines après, j'ai rechangé le nom de la chaîne pour revenir à la folle histoire, et à l'époque, je vous ai pas vraiment expliqué pourquoi. La première raison, c'est que, en fait, voir mon vrai prénom, mon vrai nom affiché partout en gros, en fait, ça m'a très vite saoulé. Et en plus de ça, la première vidéo que j'ai sortie après ce changement de nom, qui était la vidéo sur l'Holodomor, ça a été un gros flop. Mais bon, je sais pas vraiment s'il y a un lien entre ce changement de nom et le fait que la vidéo ait fait un gros bide. Peut-être aussi que le sujet tout simplement n'intéressait pas, mais dans tous les cas, j'ai pas voulu prendre le risque à ce moment-là. En fait, j'ai compris que le nom de la folle histoire était devenu, un peu malgré moi, une sorte de marque, et que les gens y étaient attachés. D'ailleurs, je sais pas si c'est lié ou pas, mais après avoir changé le nom, puis l'avoir rechangé, depuis, les gens qui me reconnaissent dans la rue et avec qui je peux discuter ne se sont jamais trompés sur le nom de la chaîne. Donc ça c'est plutôt positif, et puis pour moi maintenant je suis aussi beaucoup plus en paix avec ce nom que j'assume maintenant totalement. Avec qui tu travailles ?
Lors de la dernière FAQ, qui remonte maintenant à plus de 2 ans, je vous disais que je faisais quasiment tout seul, mis à part que j'avais Guilhem en tant que co-auteur, mais qu'à part ça, je bossais quand même beaucoup sur l'écriture, je faisais le montage, les miniatures, etc. Et tout ça a duré à peu près jusqu'à fin 2024. Sauf que ça, depuis, ça a pas mal changé. La raison, je vous l'avais dit déjà, en 2021, j'avais fait une espèce de burn-out, c'est d'ailleurs à partir de là que j'avais commencé à m'entourer sur l'écriture, et fin 2024, j'étais de nouveau au bord du burn-out. Ça va bientôt faire 10 ans que je gère cette chaîne, et disons que la boucle écrire, tourner, monter en boucle pratiquement seul, je commençais à en avoir fait un peu le tour, et je prenais de moins en moins de plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière vidéo que j'ai montée moi-même, qui est sortie en décembre, qui est la vidéo sur le génocide des Herero et Nama, est particulièrement courte, parce que en fait j'en avais marre, j'étais un peu au bout du bout, et puis je sentais que voilà, au bout de presque 10 ans, je commençais un peu à stagner et que si je voulais continuer à me développer, eh ben, il fallait que ça change. En décembre dernier, j'ai donc lancé un appel pour recruter un monteur que j'ai trouvé, Thomas, avec qui je travaille depuis janvier. J'ai aussi commencé à m'entourer avec d'autres auteurs et co-auteurs pour apporter un nouveau regard sur l'écriture, réfléchir à de nouveaux formats, etc. Je travaille aussi ponctuellement avec une documentaliste qui m'aide sur la recherche notamment d'images d'archives, puisque ça on va en reparler un peu après. C'est aussi un gros sujet et ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui interviennent pareil ponctuellement pour certaines tâches, notamment une personne qui s'occupe de réaliser les cartes animées que vous avez dans les vidéos, mais aussi quand j'ai besoin d'animation 3D, alors là c'est toute une équipe, hein, c'est différentes personnes qui s'en occupent à chaque fois, mais voilà. Donc combien de personnes travaillent sur chaque vidéo, c'est hyper variable. Par exemple sur la dernière, j'ai eu 3 personnes, dont moi à l'écriture et aux recherches, enfin recherche et écriture. J'ai eu personne pour la recherche d'archives, ça je m'en suis occupé tout seul, donc ça fait déjà ça de moins, mais des fois aussi je peux avoir une documentaliste, j'ai une personne donc au montage, une personne qui a travaillé sur les cartes, on pourrait aussi intégrer mon agent qui travaille à négocier les sponsors avec la marque, donc grosso modo sur chaque épisode on est entre 3 et 5 personnes. Comment tu réalises chaque épisode et combien de temps ça te prend? Le temps que prend un épisode c'est évidemment variable, mais je vais essayer de vous résumer combien de temps ça prend aujourd'hui. Déjà, entre le moment où je décide que je vais parler d'un sujet en particulier et le moment où la vidéo sort, c'est un peu long puisqu'il peut se passer parfois 2 voire 3 mois. En gros, quand je choisis un sujet, j'en parle à l'un de mes co-auteurs, j'explique globalement le plan que je voudrais, les principaux points que je voudrais aborder, les grandes questions auxquelles je voudrais répondre, et à partir de là, la personne va partir faire un travail de recherche pour me livrer un prescript. Pendant ce temps, moi aussi, de mon côté, je vais aller faire une partie des recherches en lisant par exemple un ouvrage, en lisant des articles, puis une fois que le prescript est prêt, on met tout en commun, et moi ce que je fais généralement c'est que je réécris tout, ou presque, pour l'adapter à mon ton, au storytelling que je veux, pour avoir le script dans sa version finale. Après ça, il y a une étape qui est un peu longue et fastidieuse, et qui est nouvelle depuis que je travaille avec un monteur, c'est que je fais un storyboard, c'est-à-dire que c'est plusieurs cases, et dans chaque case il y a 1 ou 2 phrases, et ensuite à droite je mets les images, les animations éventuellement que je voudrais, pour illustrer mon propos. C'est un peu long, mais c'est une étape qui est hyper importante puisque le monteur, lui, il connaît pas le sujet et c'est une façon de s'assurer qu'on ne va pas montrer n'importe quoi ou qu'on ne va pas mettre la mauvaise image au mauvais moment. Parfois, je choisis aussi les musiques en amont puisque ça aussi, la musique, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper important. Si les musiques sont mal choisies, ça peut vraiment ruiner une vidéo. À la fin, on se retrouve donc avec un document storyboard qui peut durer plusieurs dizaines de pages. Une fois que c'est terminé, je peux tourner et le montage commence. Une fois que le montage avance progressivement, moi je vais recevoir des bouts de la vidéo, donc généralement c'est des chapitres. Donc je reçois un chapitre 1 V1 par exemple, auquel je vais faire tous mes retours, j'en fais plein à chaque fois, j'en fais beaucoup trop, mais bref je suis un peu perfectionniste là-dessus, mais voilà je fais plein de retours. Et donc on fait ça pour chaque chapitre, donc chaque chapitre a généralement droit à une V1, une V2, une V3, et généralement c'est au bout de la V3 ou de la V4 qu'on met tout en commun pour avoir la vidéo finale. Ensuite on intègre éventuellement les trucs que moi j'ai commandés à l'extérieur, par exemple des cartes ou des animations 3D, une fois que la sponsor est prête et a été validée par la marque, on l'intègre au montage, ce genre de choses. Et puis après, il y a la miniature, l'upload, et voilà, la vidéo est prête à sortir. Et donc, disons que d'une traite, ça va être à peu près, je veux dire, 5-6 semaines de travail, mais généralement, ça s'étend sur un peu plus longtemps. Pourquoi toujours le 20e siècle ? Pourquoi est-ce que je me suis à ce point spécialisé sur le 20e siècle ? C'est sans doute la remarque qu'on me fait le plus.
Bon, déjà, la vraie raison, c'est que c'est la période qui m'intéresse le plus, même si, bien sûr, d'autres périodes m'intéressent. Hein. Globalement, quand on aime l'histoire, on s'intéresse à peu près à toutes les périodes, sauf peut-être pour moi, on va dire l'Antiquité, où j'ai un peu plus de mal. Mais le XXe siècle, bah, c'est ce qui est le plus proche de nous. Hein. Le monde dans lequel on vit est la conséquence directe de ce qui s'est passé au siècle dernier. Et puis, il faut aussi comprendre que c'est un siècle où il s'est passé une accélération de dingue, hein, puisqu'au début du siècle, on est avec des petits avions en papier, puis à la fin, on a marché sur la Lune, on a Internet. Donc ouais, c'est un siècle où il se passe quand même une tonne de choses, quoi. Et puis en plus de ça, au montage, on a les photos et les vidéos d'archives, ce qui rend quand même le tout beaucoup plus vivant, je trouve. Et s'il fallait faire sur le Moyen-Âge ou quoi, bah du coup, il faudrait totalement revoir la façon que j'ai de faire les vidéos. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien reparler d'autres périodes, par exemple la période médiévale, que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai qu'avec le temps, bah, disons que je me sens de moins en moins légitime. Disons que ça allait quand à l'époque je faisais des vidéos de 10-12 minutes qui survolaient pas mal les sujets, mais aujourd'hui, avec les sujets quand même assez fouillés que je fais, ça serait beaucoup plus compliqué puisque à chaque fois, il faudrait quasiment repartir de zéro. Donc je pense qu'avec le temps, si on veut traiter des sujets sans rester en surface, bah c'est un peu comme quand on est un étudiant en histoire, on est un peu obligé au bout d'un moment de se spécialiser. Comment fais-tu pour choisir tes sujets? Est-ce que tu les prends au hasard ou as-tu des sujets prédéfinis? Déjà, c'est forcément des sujets qui m'intéressent, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. À une époque, justement, je me forçais un peu à aborder d'autres thèmes, d'autres périodes pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Par exemple, bah, disons que la série sur Jules César, bah moi César, ça me passionne pas plus que ça. Rome, la Gaule, voilà, c'est pas mon dada. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur des sujets déjà qui me plaisent. Ensuite, j'aime bien, c'est vrai, quand ça peut faire un lien ou du moins écho à l'actualité. D'ailleurs, ça sera le cas pour la prochaine vidéo. Je ne révèle rien, mais le sujet est assez intéressant et pas énormément traité. Donc, faut trouver un sujet qui peut parler à beaucoup de monde et essayer de trouver un angle qui soit original ou du moins intriguant et essayer, si possible, que ça n'a pas été traité déjà 50 fois. Même si, pour être très honnête avec vous, derrière ces vidéos, il y a un postulat qui est quand même assez égoïste de ma part, puisque moi, ce que je veux avant tout, c'est apprendre des choses pour moi. Je suis avant tout un curieux, en fait. Je suis pas un universitaire, je suis pas un sachant qui transmet son savoir. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui, une fois a appris, prend du plaisir ensuite à transmettre ce qu'il a appris aux autres. Petite question sur l'envers du décor, comment trouves-tu les images d'archives que tu utilises dans tes vidéos ? Ça dépend. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que si je voulais être 100% réglo au niveau des droits d'auteur pour les archives que j'utilise, chaque épisode coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros et je déconne pas. C'est un sujet qui est pas forcément très connu des gens, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les archives, ça peut coûter extrêmement cher. Par exemple, les archives de l'INA, que je vais de temps en temps acheter, ça coûte 110 € pour une séquence qui va durer entre 1 et 2 minutes. Et ça, c'est l'un des moins chers. Par exemple, le CPAD, avec qui je suis en partenariat, si j'avais pas ce partenariat, leurs archives, c'est 300 € la minute. Avant c'était 400 €, je mets en parlant des prix. Avant c'était 400 €, maintenant c'est 300 € la minute. Donc pareil, c'est énorme. Les archives britanniques, c'est encore plus cher. Il y a aussi un site que j'utilise pas mal qui s'appelle Critical Past, qui est une vraie mine d'or, qui a des archives vraiment extraordinaires. Mais pareil, on est sur parfois 100, 200, 300 $ pour des séquences qui vont durer de 2, 3 à 5, 6 minutes. Heureusement qu'il existe quand même quelques banques d'archives gratuites, comme par exemple les archives nationales américaines, que j'utilise beaucoup, et que si on cherche bien, on trouve pas mal de trucs de très bonne qualité. Sinon, généralement quand c'est des vidéos d'archives dont les droits sont en France, je les achète, donc ce qui peut coûter un peu cher, mais généralement, par exemple si c'est des archives allemandes, russes ou italiennes, bah si je devais les payer, je vous dis, j'en aurais pour au moins 10 000 € d'archives pour chaque épisode. Du coup, bah en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va récupérer des documentaires anglophones ou de langue étrangère, et ensuite, bah on va les remonter tout simplement, on va aller extraire des archives de ces documentaires-là, pour ensuite servir, moi, mon propos sur mes vidéos. Voilà comment ça fonctionne. Financièrement, est-ce que la chaîne est économiquement viable, et est-ce que tu en vis ?
Alors oui, je vis de YouTube à 100% depuis 2020, donc ça fait 5 ans maintenant, autant dire qu'à l'échelle de l'internet, je commence à me faire vieux, mais financièrement, pour être honnête, c'est pas si simple que ça, puisque comme vous l'avez compris, depuis le début d'année, moi j'ai beaucoup investi dans la création des vidéos, et le problème c'est que les vidéos parfois peinent un peu à être rentables. Par exemple, c'est le pire exemple, hein, le Kursk, c'est une vidéo qui a bien marché, qui a fait pas mal de vues, mais malgré ça, elle n'a pas été rentable du tout, puisqu'elle a coûté 10 000 € en comptant la 3D notamment, ça coûte cher. Et donc ça c'est un coût que même le sponsor ne permet pas d'absorber. Et disons qu'en commençant à m'entourer, je pensais pouvoir publier plus de vidéos, sauf qu'en fait ça n'a pas été le cas pour le moment, ça va peut-être venir, c'est un des objectifs, mais c'est pas le cas pour le moment, parce qu'en fait j'ai découvert que ça prend du temps d'apprendre à travailler avec des gens, à coordonner les gens. Donc voilà, on n'a pas pu augmenter le rythme des publications. Aussi, j'espérais peut-être qu'en améliorant le montage, tout ça, en amenant de la 3D, des cartes, tout ça, peut-être que les vues allaient augmenter. Or, ça n'a pas vraiment été le cas, voire même certaines vidéos cette année ont pas très bien marché, donc tout ça, ça n'a pas aidé à rentabiliser la chaîne. Après, je vous rassure, la chaîne ne va pas couler de suite, hein. De toute façon, c'est toujours un peu le problème quand on investit, des fois ça met un peu de temps pour avoir un retour sur investissement. Le problème actuellement est que comme je sors qu'une seule vidéo par mois et que tous les revenus de la chaîne ne dépendent que de la monétisation des vidéos et du sponsor sur la vidéo, j'ai un peu qu'une seule cartouche et faut pas se louper. Mais heureusement, il existe plusieurs solutions. La première, c'est le CNC. J'en avais déjà parlé dans la précédente FAQ. Et j'ai justement déposé un dossier. Pour le moment, j'ai pas encore la réponse, que la commission est en septembre. Donc ça va peut-être aider à amener un peu d'argent pour la chaîne. L'autre solution, ce serait éventuellement, vu que beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement est-ce qu'on peut faire des dons, un pourboire ou quoi que ce soit, ça serait d'ouvrir un Tipeee ou un Patreon. Pour que vous puissiez directement soutenir la chaîne, donc ça pourrait être un genre de petit bonus, même si j'avoue que moi je suis pas toujours hyper fan de dépendre du financement de la communauté. Je pense que vous êtes déjà suffisamment sympa de regarder ce que je fais, mais bon, disons que c'est une des hypothèses qui est à l'étude. Mais aussi j'y pense, il y a une autre solution qui est gratuite pour vous, ça serait d'aller me suivre sur Instagram, @lafollehistoire, puisque le problème actuellement c'est que j'ai trop peu d'abonnés sur Instagram pour potentiellement avoir des partenariats qui aideraient à financer les formats longs. Donc c'est vrai que si le compte Insta pouvait grossir, ça aiderait à débloquer des fonds via des partenariats. Bon, je sais pas si c'est encore un truc tabou l'argent sur YouTube, mais voilà, ça me semblait intéressant d'en parler. Et puis pour ceux qui me diront et la passion alors, justement la passion elle est là. La preuve, je réinvestis énormément dans les vidéos, ça coûte pas mal d'argent quand même. Donc clairement, si j'étais là juste pour faire du fric, je sortirais 2 vidéos par semaine écrites à l'arrache avec un auteur sous-payé, où on ferait que recycler des pages Wikipédia et en mettant une sponsor à chaque vidéo, et je me ferais beaucoup plus d'argent comme ça, croyez-moi. Quelle est la vidéo dont tu es le plus satisfait et celle que t'aimes le moins? Déjà, je vais éliminer toutes les vidéos qui remontent à avant la saison 2024-2025, parce que elles sont trop vieilles. Pour cette saison, je trouve que ma vidéo préférée, ça doit être celle sur le Kursk, puisque déjà je trouve les animations 3D vraiment chouettes. En même temps, c'est très divertissant, il y a un aspect récit d'une catastrophe, mais en même temps, ça reste de la vulgarisation, il y a un aspect très moderne, je trouve, dans le storytelling. Donc ouais, bon, c'est pas pour m'en jeter des fleurs, parce qu'encore une fois, c'est un travail d'équipe, mais je trouve que c'est une vidéo qui est plutôt réussie. Et pour ce qui est de celle que j'aime le moins, je pense que c'est celle sur Pétain, sur son rôle pendant la bataille de Verdun. Alors, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais je trouve qu'à certains moments, j'ai clairement manqué d'objectivité. J'ai peut-être voulu être trop à charge dans ma volonté de déconstruire le mythe de Pétain vainqueur de Verdun, à raison, certes, mais je trouve qu'à certains moments, il y a certains trucs qui sont un peu inutiles. Par exemple, le point qui m'agace le plus, c'est le moment où je dis que les grandes idées de Pétain viennent en fait de ses subordonnés, sauf qu'en fait, je place ça comme un défaut, sauf qu'un officier qui écoute ses subordonnés, en vérité, c'est plutôt une qualité. Bref, tout n'est pas à jeter, mais je trouve que par moments, elle manque un peu de nuances, et bon, c'est un peu toujours la difficulté quand on veut placer plein d'infos, mais en même temps, il faut que ça reste compréhensible, objectif, et suffisamment intéressant pour intéresser un large public. Quelles sources tu utilises? Eh bien, comme toujours, les sources sont listées en description. On n'utilise quasiment que des sources universitaires, que ce soit des livres d'historiens, des articles scientifiques écrits par des historiens et des universitaires, et éventuellement des interventions, par exemple, dans des médias comme France Culture, si un historien, encore une fois, est invité. C'est quoi le délire avec les vidéos sur Hitler? Est-ce que vous vous êtes concerté?
Alors, c'est vrai qu'on m'a demandé pourquoi est-ce que moi, Rivenzi et Hugo Décrypte, on a sorti des vidéos sur exactement le même sujet, à même pas un mois d'intervalle. C'est vrai que c'était une drôle de coïncidence. Je sais qu'il y en a même qui ont pensé qu'on avait été payé, ou du moins reçu une commande de la part d'un parti politique ou d'une association ou quoi. Pas du tout. C'était une pure coïncidence qui d'ailleurs au final je crois nous a un peu tous desservi parce que de ce que j'ai vu déjà moi mes vidéos ont fait très peu de vues par rapport à d'habitude, mais même chez les autres je crois que ça n'a pas cartonné à fond, donc je crois qu'en fait les vidéos se sont toutes un peu cannibalisées entre elles, donc ça nous a un peu desservi au final. Et pour ce qui est de l'explication, moi j'ai avancé deux hypothèses. La première c'est qu'il y a déjà un contexte global dans l'actualité qui nous fait éventuellement nous poser des questions sur la période des années 30, même si attention je ne dis absolument pas qu'on est en train de revivre les années 30, c'est parce que je dis juste qu'il y a quelques similitudes, des trucs qui font écho, par exemple ce qui peut se passer aux États-Unis avec Trump, ou encore ce qu'on a eu nous en France pendant les législatives, et aussi le fait qu'il y ait des bouquins qui sont sortis récemment, notamment Le Monde nazi de Johan Chapoutot, Christian Ingrao et Nicolas Patin. Il y a eu aussi l'autre livre de Chapoutot, Les Irresponsables, sur comment Hitler a accédé au pouvoir, qui sont tous, ces deux bouquins sont très intéressants, et le fait que Chapoutot est un historien qui est quand même assez médiatique, on le voit pas mal dans les médias, donc je pense que tout ce contexte a fait que on s'est un peu tous décidés à traiter ce sujet en même temps, mais j'avoue le fait qu'on sorte nos 3 vidéos, enfin même nos 4, parce que la mienne est en 2 parties, avec même pas un mois d'intervalle je crois, ça j'avoue c'était une sacrée coïncidence. Est-ce que t'as un projet pour le million ? Non, parce que j'ai jamais rien fait de particulier pour les caps d'abonnés, et je crois que ça va continuer pour le million. C'est quoi ta routine de fit boy, la routine sport bouffe? Alors, on arrive maintenant dans la partie question un peu plus perso. C'est un truc dont je voulais pas spécialement, je crois que c'est Xari d'ailleurs, le streamer qui a posé la question. C'est des questions un peu plus perso, je voulais peut-être pas forcément en parler, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens en parlent dans les commentaires, dans les questions, et c'est revenu pas mal de fois, et même des fois dans la rue, les gens m'en parlent, donc je vais en toucher 2 mots. Donc déjà, pour résumer, parce qu'on m'a demandé ça aussi, en un peu plus de 10 mois, j'ai perdu un peu plus de 30 kilos. Voilà, c'est pas la transformation la plus spectaculaire, mais c'est correct. Disons que le gros problème quand on est youtubeur, c'est clairement l'isolement et la sédentarité, et moi pendant un petit moment j'étais en plein dedans, sachant que j'ai littéralement encore aujourd'hui mon bureau à 3 mètres de mon lit. En fait si on se bouge pas, on peut vite se retrouver, et c'était mon cas, à passer des semaines entières sans voir personne, sans sortir, et donc si on se bouge pas pour faire quelque chose, en fait on s'enferme là-dedans, et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait peut-être changer ça. Et donc bref, pour la routine, j'aimerais vous dire qu'il y a un remède magique, mais non. Même s'il paraît qu'il y a un truc, j'ai plus le nom, qui vient des États-Unis et qui paraît marche pas trop mal, sauf que souvent avec ce genre de truc, c'est que ça vous donne pas spécialement de bonnes habitudes, et dès que vous arrêtez de prendre ce truc chimique, bah ça ne marche plus. Donc pas de secret, les 3/4 ça passe par l'alimentation, c'est el famoso déficit calorique. Pour ce qui était de mon cas, moi j'avais de la chance, parce que moi j'étais pas un gros addict du sucre, ni un addict du grignotage, donc j'ai pas eu grand chose à changer à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit les glucides, tout ce qui est pâtes et riz, même si j'en mange toujours, hein, notamment pour le sport. Les légumes, ça par contre, c'est illimité, c'est à volonté, et j'ai augmenté un petit peu les protéines. Pour ce qui est du sport, moi à partir de septembre, j'ai repris la natation à raison de 3 séances par semaine. Là aussi, j'avais l'avantage d'avoir fait de la natation pendant pas mal d'années pendant mon adolescence, donc pareil, disons que je partais un peu avec une base. Et à côté de ça, et ça c'est tous les jours, c'est minimum 1 heure de marche et boire beaucoup d'eau. Et je sais qu'il faudrait aussi que j'ajoute du renforcement musculaire en plus, mais j'avoue que l'univers de la salle, ça m'attire pas trop, puis c'est un peu compliqué à caler dans mon emploi du temps pour le moment. Voilà, je préfère la nage, j'aime bien la sensation de glisse sur l'eau, de ne pas sentir son poids, encore les lunettes et le bonnet qui t'isolent un peu, il y a un côté un peu méditatif que j'aime bien. Donc voilà, c'était mes conseils ultra basiques, qui d'ailleurs encore une fois ne s'appliquent pas forcément pour tout le monde. Les USA, c'était comment ? Alors oui, j'en avais rapidement parlé dans l'onglet communauté, et c'est surtout les gens sur Instagram qui étaient au courant, mais en mars dernier, j'ai été contacté par l'ambassade des États-Unis en France pour me dire que j'avais été sélectionné pour participer à un programme qui s'appelle le IVLP, pour International Visitor Leadership Program. Donc c'est un programme qui est financé par le département d'État américain,
qui existe depuis les années 40, et en gros c'est tous les ans entre 3 et 5 000 personnes dans le monde entier qui sont sélectionnées pour venir pendant 3 semaines aux États-Unis, à la fois pour découvrir le pays, mais aussi rencontrer des gens qui travaillent dans son domaine de compétences et nouer des liens, se créer un réseau là-bas. Donc c'est organisé par thème. Moi mon thème c'était la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à travers l'apprentissage immersif. Donc YouTube en faisait partie. D'ailleurs j'étais moi le tout premier créateur de contenu à faire ce programme. D'habitude c'est plutôt des universitaires ou des gens qui travaillent dans la politique, ce genre de choses. Donc grosse pression sur moi, mais ça s'est plutôt bien passé apparemment. Donc j'ai passé 3 semaines à visiter des agences gouvernementales, rencontrer des historiens, des musées, c'était évidemment passionnant. On est passé par Washington, où j'ai pu visiter notamment les archives du Smithsonian, le musée de l'air et de l'espace, où est notamment exposé Enola Gay, ou encore le Pentagone. Oui, j'ai eu une réunion au Pentagone, donc déjà autant vous dire quand on m'a envoyé un mail une semaine avant mon départ pour me dire tu dois nous remplir ce formulaire immédiatement parce qu'on est en train d'organiser une réunion avec le département de la défense au Pentagone, j'ai un peu bugué, mais oui, j'ai eu la chance de me rendre là-bas, et clairement ça fait partie des choses les plus dingos je crois que j'ai pu faire dans ma vie pour le moment. Même si en soi, l'intérieur, c'est que des bureaux, il n'y a rien d'extraordinaire. Si j'avoue, j'avais un peu l'impression d'être dans la scène dans BO1 au Pentagone, donc c'était un peu stylé. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. Mais c'est pas tout, après j'ai été à Buffalo, où j'ai pu notamment voir les chutes du Niagara, mais aussi visiter par exemple un lycée où on a rencontré les profs d'histoire qui racontaient comment était fait le programme dans l'état de New York, donc on a pu voir ce qu'ils apprenaient là-bas. Après, pareil, au truc de dingo, on a été à Hawaï, donc j'ai pu visiter Pearl Harbor, mais aussi aller sur la base militaire de Pearl Harbor, sur laquelle j'ai visité notamment le laboratoire de la DPAA, qui est une agence qui s'occupe entre autres des soldats portés disparus, et notamment de les identifier. Et donc quand on a visité ce laboratoire, vous avez une espèce de morgue où, moi j'ai pu le voir, où on avait sur des tables des ossements de soldats morts en Corée. Donc pareil, ils font un travail assez dingue pour rendre au corps, rendre les corps aux familles. Et pareil, c'est quand tu es là-dedans, tu te dis ouais, j'ai une chance de fou quoi. Donc pareil, c'était incroyable. Après ça, on a été dans le Colorado et la Nouvelle-Orléans. Ça c'était la dernière étape où on a notamment pu rencontrer et discuter avec les gens du Musée national de la Seconde Guerre mondiale, qui est le plus grand musée dédié au sujet aux États-Unis. Donc ça, c'était une façon assez dingue de découvrir les États-Unis, et notamment de découvrir comment est-ce que eux racontent leur histoire, qui est forcément une manière un peu différente de la nôtre. Je sais que mon groupe a été notamment assez étonné de voir qu'ils ne mentionnent pratiquement pas le front Est, que des personnages comme De Gaulle ne sont même pas nommés. Donc c'est sûr que pour nous, en tant qu'Européens, ça nous choque un peu. C'est vrai qu'ils ont un rapport à la Seconde Guerre mondiale qui est très centré sur eux-mêmes, mais en même temps, eux, faut se dire que le front, la guerre, se joue sur 2 fronts équivalents, qui est le front européen et le front pacifique, et là-dessus, évidemment, qu'ils parlent beaucoup plus du Pacifique, alors que nous, en Europe, on en parle très peu. Généralement, ça se limite à Pearl Harbor, puis quelques années après, Hiroshima et Nagasaki, mais ce qui est entre les deux, on n'en parle pas. Aux États-Unis, on en parle beaucoup. D'ailleurs, le traumatisme de Pearl Harbor est très présent là-bas, il est vraiment équivalent au traumatisme du 11 septembre. Donc certes, ils ont un regard qui est très auto-centré sur eux, mais nous aussi, il y a plein de trucs qu'on n'aborde pas et que eux abordent. Notamment, d'ailleurs aussi, j'ai été étonné de voir qu'ils ont un regard qui est assez critique, même s'ils parlent beaucoup d'eux, ils n'hésitent pas à aborder des thèmes un peu plus, on va dire, moins glorieux. Notamment, dans des musées, il y avait pas mal d'expos qui parlaient j'en ai parlé dans une vidéo, des camps d'internement pour les nippo-américains. Donc ça, c'est un sujet qu'ils abordent à l'école aussi. J'ai pu en parler avec les professeurs à Buffalo. C'est un sujet qui est abordé aussi, donc pareil. Tout n'est pas à jeter chez eux, loin de là, et contrairement à certaines idées reçues, ils peuvent avoir un regard assez critique, même si évidemment c'est centré quand même beaucoup sur les États-Unis. Bref, c'était hyper intense, mais c'était vraiment le voyage d'une vie. Malheureusement, j'ai pas filmé grand chose là-bas en dehors des stories Instagram que vous avez pu voir, parce que vu que c'était le programme était très chargé, c'était compliqué d'organiser le moindre tournage, et en plus de ça, beaucoup d'endroits qu'on visitait, on n'avait pas le droit de filmer, ni même parfois d'avoir nos téléphones sur nous, comme au Pentagone. Donc voilà, c'était un peu compliqué à organiser.
Est-ce que tu aurais aimé vivre un événement historique? Est-ce que j'aurais aimé vivre un événement historique? Alors, oui, pourquoi pas. Si possible, un événement où je ne risque pas de me faire trucider, par exemple le 6 juin 44 ou le Titanic, par exemple. Non, sinon, un événement historique qui devait être fou, je pense, à vivre, ça devait être la chute du mur de Berlin, je pense, ou peut-être même la libération de Paris. C'est vrai que la chute du mur, moi, autant quand on prépare les vidéos, moi je vois beaucoup d'archives parfois pas évidentes, hein, beaucoup de cadavres, de trucs parfois assez compliqués à voir, mais ça me marque pas tant que ça. Par contre, je crois que j'ai jamais autant eu la chair de poule que quand je bossais, que je triais les archives qui montrent la soirée où le mur de Berlin est tombé. C'est vraiment un truc qui te saisit, tu te dis ouais, vivre ça, je pense que ça devait être assez dingue. Est-ce que tu envisages de bosser plus tard pour la radio ou la télévision? Eh bien, pas vraiment. Disons que déjà, j'ai pas vraiment une voix de radio. La télé, je regarde pratiquement plus. Si éventuellement, j'en avais parlé dans une story Insta, un peu pour la blague, mais pas tant que ça. J'adorerais, je pense, faire le monsieur Histoire et Patrimoine sur le Tour de France. Voilà, c'est un truc que moi je suis toujours, le Tour de France, donc faire ça serait génial, mais disons que pour le moment, j'ai clairement pas la bouteille qu'il faut. Je pense pas avoir la culture générale, ni l'expression orale nécessaire pour faire ça correctement, donc peut-être un jour, dans pas mal d'années, je pense, mais pourquoi pas, c'est un truc que j'aimerais bien. Mesdames et messieurs, c'est donc sur ces derniers mots que s'achève cette FAQ. J'espère que ça vous aura intéressé, que c'était pas trop long, que j'ai fait les bonnes réponses aux bonnes questions que vous m'avez posées. Je referai peut-être une FAQ dans 2 ans, qui sait, ça aura peut-être changé d'ici là. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'espère que vous avez passé un bel été, puisque maintenant la vidéo va sortir en fin d'été. Je voulais la sortir un peu plus tôt, mais bon, j'ai pris du retard. La prochaine vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous le donne, ça sort, c'est sur la Finlande, pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment on fait le parallèle avec la Finlande qui a récemment rejoint l'OTAN, avec l'invasion de l'Ukraine notamment, enfin ensuite à l'invasion de l'Ukraine. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que les prochains sujets sur lesquels on bosse vont vous intéresser. N'oubliez pas, j'en ai parlé d'ailleurs, un très bon moyen de nous soutenir, c'est bon déjà de vous abonner, mais aussi d'aller me suivre sur Instagram, @lafolhistoire, donc n'hésitez pas. Encore merci à vous, et je vous dis à très bientôt.